Et du coup, je me suis dit que c'était pas forcément le fait qu'on n'avait pas la même vision, mais plus le fait que t'étais caractériel. Ça fait très longtemps que je connais Joe, et d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours été comme ça, incapable de faire les choses simplement. Alors ça donne lieu à d'interminables discussions, si on ne trouve pas une parade pour y échapper. Ça te dirait de regarder un film? Ah, je pensais pas rester longtemps, mais ouais, pourquoi pas. Ah, et, je t'ai pris des graines, tiens. Des graines? Merci, mais pourquoi? Faire pousser des trucs. Ce qu'on fait avec des graines, quoi. Bon, j'avais prévu de regarder un Gus Van Sant, donc... Oh. Ok, tant pis. Non, en fait, je voulais dire... à fond, lequel? Good Will Hunting. Oh... Bon, alors Good Will Hunting s'ouvre sur une Amérique où l'herbe est verte, le ciel est bleu et où la ponction de fx au carré est égale à dx. Un prof antipathique, le signe distinctif c'est l'écharpe, termine son cours en faisant mention d'un problème de maths inscrit dans le couloir et que celui qui parviendra à le résoudre sera définitivement considéré comme un gros cerveau. On retrouve Matt Damon dans le rôle de Will, un jeune en train de panosser, je vous apprends du jargon suisse, puis il va boire un verre avec Ben Affleck qui n'a pas 30 secondes d'écran et nous offre déjà ça. Cathy, Quoi? pourquoi j'ai pas encore eu droit à ton tortillement du cul qui fait tant bander les mecs? Va te faire foutre! Après cet échange, Matt Damon s'assied, boit une gorgée, puis... Où tu vas? Le tiers, y'en a marre. Et ce n'est pas la seule tâche qu'il expédie, puisqu'il résout dans la foulée l'équation laissée par le prof. Mais malgré ses capacités hors du commun, Will aime les choses simples, comme le baseball, la bière et taper sur des latinos. D'ailleurs, il y a même un soir où il s'embrouille avec un chevelu amateur de Marx. Et j'ai un problème avec cette scène. Déjà. Ben ouais, parce qu'on nous construit Will comme un espèce de jeune sans foi ni loi, un petit dur et tout, et là il est déjà en train de faire des leçons de morale à d'autres étudiants. Mais non, c'est juste pour contraster sa personnalité. Durant la scène, Ben Affleck veut draguer 2 étudiantes, et là, un connard se ramène et commence à étaler sa science pour l'humilier. Will débarque et lui met des patates rhétoriques dans sa gueule. On nous l'inscrit ainsi comme un personnage non seulement très cultivé, mais qui, sous ses airs bagarreurs nihilistes, défend quand même ceux qu'il aime. Cette subtilité dans les contrastes, on dirait mon imprimante. Bref, il y a baston et Will finit en prison. Pendant ce temps, le prof a identifié le génie qui résout les équations plus vite que Rainman. Il va sortir Will de prison à 3 conditions. 1. Il doit venir le voir une fois par semaine pour résoudre des problèmes de maths. 2. Il doit voir un thérapeute. Et 3. Il ne doit pas être nourri après minuit. Il commence à bosser avec le prof, c'est cool, mais c'est vachement moins cool quand il voit des psys, puisqu'il cherche par tous les moyens à les énerver. Le prof de maths drague comme un prof de maths. Un théorème difficile, ça peut être comme une symphonie. C'est très érotique. Waouh! Et je pense que jamais, dans aucune galaxie, même inconnue, tu marques avec ça. Ça dépend. Si t'aimes vraiment les maths, peut-être t'as le barrage qui lâche direct. Ok. T'en penses quoi? Ok, je pense que t'aimes pas les maths. Vu que le gosse est un vrai révolté, le prof de maths va voir alors la seule personne au monde capable de parler avec une jeunesse sans repère, Robin Williams. Il lui explique que le gosse, il a du potentiel, mais il fait vraiment que de la merde. Il lui demande alors s'il peut agir. Robin dit non, le prof dit oh, dis pas non. Robin dit oui, ils se rencontrent, Will veut le pousser à bout, critique son dessin et ça marche. Et il s'inscrit par ce geste dans la longue lignée des psys du cinéma qui devrait consulter. T'aurais pas meilleur temps de tenir la liste des psys qui vont bien plutôt? Putain, mais tellement. Will passe aussi du bon temps avec sa nouvelle petite copine. Ils portent des nez rouges qui clignotent, s'embrassent alors qu'ils ont encore du cornichon entre les dents et parient sur des courses de chiens, des activités tout à fait banales pour tout jeune couple se découvrant progressivement et... Ton ton sarcastique me dit que tu as décidé de détester ce film. Et Tata Honnête dit que ce n'est pas le cas et voit pas du tout pourquoi tu dis ça. Tu sais, on a eu un petit différend il y a quelques jours. Ouais, et alors? Et alors, ta rancœur te pousse à détester tout ce que moi, j'aime bien. Ah non, alors pas du tout. Tu veux des petites noisettes grillées? Oh, volontiers. C'est mes préférés. Oh, quelle merde. Je plaisante, je les déteste. Tu peux toutes les avoir si tu veux. Enfin, je trouve à faire, hein. Tu vois. Je vois quoi? Bon, d'accord, elle a peut-être un peu raison. Je vais faire attention à ne pas me faire un avis déjà arrêté sur le film, ce serait dommage. Donc Will retrouve son psy sur un banc. Ce dernier lui explique alors que c'est qu'un gamin qui n'a rien compris à la vie, alors que lui, il a vécu un paquet de trucs extraordinaires. J'aime bien cette séquence. Cool. Non mais c'est vrai, hein. Non, mais je te crois. Non mais promis, vraiment, je trouve qu'elle est bien faite, hein. Tant mieux. Moi, je la trouve nulle à chier. En fait, la relation qui se construit entre les deux personnages est plutôt bien foutue. On est entre le refus, la provocation et les prémices d'une petite complicité. Puis on arrive à la scène culte où Robin Williams improvise ce moment autour de sa femme qui pète. Tu sais, elle pétait en dormant. Excuse-moi de te faire partager ça. Hein. Une nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Une manière de montrer à Will que ce qui fait l'humain, c'est aussi ses imperfections. Tu n'es pas parfait, vieux. Et laisse-moi t'épargner le suspense.
La fille que tu as rencontrée, elle n'est pas parfaite non plus. Mais la question est de savoir si vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Et il y a plein de couples qui ont fonctionné comme ça, comme Bonnie and Clyde, Pete Doherty avec Amy Winehouse, Laurel et Hardy. En attendant, notre héros poursuit ses efforts pour être insupportable. Il retrouve sa copine pour lui dire « Viens, on sort !» Elle répond « Non, mais je dois étudier !»« Rien à foutre des études, viens, on sort !» Et il se retrouve ainsi à nouveau à des courses de chiens. Retour chez le psy qui lui raconte sa première rencontre avec sa femme le jour d'un match de baseball incroyable. Et je suis désolé, mais malgré le fait qu'il s'agisse de Robin Williams, c'est définitivement un très mauvais psy. Pourquoi ça? Parce qu'il parle de lui tout le temps, sans arrêt, non-stop. Mais justement, ça fait partie de sa stratégie. Évidemment que ce n'est pas conventionnel, mais bon, on peut s'y attendre, c'est du Robin Williams, et Robin Williams a bien compris que le jeune qu'il a en face ne veut pas lui dire un mot et ne voit aucune utilité à échanger avec lui. C'est d'ailleurs bien normal, sachant qu'il retient absolument tout par cœur et a des capacités hors du commun. Qu'est-ce qu'un type dont il a même lu les bouquins pourrait lui apprendre de plus? Bah à part que sa femme pète, je vois pas. Il lui apprend la maturité sentimentale. On s'en fout qu'il soit pas réaliste, c'est pas le but. La figure du psy n'est qu'un outil narratif permettant de développer un propos. Ici, on sait que le jeune est hyper doué, mais complètement immature dans sa façon de gérer ses émotions. Mais il ne s'en rend même pas compte. C'est pourquoi Robin Williams va parler des émotions qui l'ont guidé dans sa vie, faire découvrir quelque chose que le gamin n'a jamais connu et ne trouvera jamais dans aucun livre. Il lui apprend à comprendre ses émotions, ses sentiments et à grandir avec. Ok, ça va, j'ai compris. Pendant ce temps, le prof à écharpe retrouve le psy. Il commande Une bière? Non, plutôt un Perrier. et reçoit des sandwichs. Le reste est une confrontation avec Robin Williams. Le prof désire pousser le jeune à intégrer de hautes écoles et à faire avancer l'état de la recherche en mathématiques. L'autre préfère le laisser continuer à se chercher jusqu'à trouver ce dans quoi il s'épanouirait vraiment. En attendant, le principal concerné envoie Ben Affleck à sa place lors des entretiens d'embauche parce que c'est définitivement un petit con qui ne respecte même pas le temps que les gens sont prêts à lui consacrer. Je voulais dire. En attendant, le principal concerné envoie Ben Affleck à sa place lors des entretiens d'embauche parce que c'est un petit blagueur, qu'est-ce qu'on rigole, Will. Bref, pendant que tout le monde se soucie de l'avenir de Will, celui-ci boit des verres en terrasse avec sa copine qui lui propose alors « Je veux que tu viennes en Californie avec moi. » Ils se mettent à paniquer et lui rappellent qu'il a sa vie ici, ce à quoi elle répond « Si tu ne m'aimes pas, il faut me le dire. » C'est du chantage affectif. Bon, ça part en drame, il plaque sa meuf, remballe son prof et crame la démonstration d'un théorème. C'est la révolte à son apogée. Puis il retrouve ses potes pour nous offrir le traditionnel moment de poésie. Non mais tu déconnes ou quoi? Tu baises un gant de baseball? J'ai pas, je m'en suis juste servi pour nettoyer. Arrête de te branler dans la chambre de ma mère. Y a un autre magnétoscope dans la maison? Retour chez le psy lui demandant ce qui le passionne. Et c'est une bonne question parce que depuis le début du film, il y a rien qui semble le motiver. Si, taper des gens. Comme Will continue sa crise d'ado, Robin Williams le place face à ses contradictions. Will dit ne rien vouloir faire, la preuve il se contente d'être balayeur. Mais pourquoi l'être dans l'université technique la plus reconnue au monde et de faire des heures sup pour y résoudre des problèmes de maths? Et surtout, il n'y a pas de saut métier. Oh, enfin, arrête, je te connais, même toi t'y crois pas. Bon, Will est paumé, sa copine part en Californie et notre héros se réconforte dans sa virilité en cassant des murs, en buvant des bières et en fumant des clopes avec Ben Affleck. Alors que moi c'est vachement moins impressionnant, je fais du diabolo. Non mais encore une fois, c'est juste des outils de mise en scène. Le personnage est sur une pente descendante, propre à tout scénario classique hollywoodien, avant l'arrivée d'un final qui produira un contraste fort dans le statut du héros. Le personnage est dans une logique d'autodestruction, il fume, il boit, il détruit son corps dans des activités difficiles. Cette autodestruction se traduit aussi par le décor. On voit des ruines tout autour. Ça montre l'état d'esprit du personnage, ses croyances, ses motivations, tout se délite. Mais on ne voit pas encore la solution à sa situation. Alors oui, les outils sont assez grossiers, mais ils restent efficaces pour exprimer visuellement l'état d'esprit d'un personnage qui justement a de la peine à exprimer ses émotions, à comprendre ses envies. Et justement ça tombe bien puisqu'il y a Ben Affleck qui est là pour lui expliquer tout ça. Donc Ben Affleck lui dit « Oh là là, t'as trop de la chance d'être si intelligent !» Ce à quoi notre héros répond « Oh non, commence pas à dire comme tout le monde. » Et Ben Affleck répond « Bah franchement ça serait trop stylé si un jour je débarque chez toi et t'es plus là. » Parallèlement on a le bilan psy où on nous explique que si Will est ce qu'il est, c'est parce qu'il a peur d'être abandonné comme ses parents l'ont abandonné. Le prof à écharpe trouve que c'est bullshit et ce qui est important, c'est que Will ne renonce pas à tout ce qu'il pourrait faire avec ses capacités, suite à quoi Robin Williams nous fait part d'un nouveau diagnostic. Tu n'es qu'un con arrogant. Ce qui a tendance à agacer le concerné, c'est définitivement un mauvais psy. Et je crois qu'on n'a aucune scène où le psy n'insulte pas son entourage ou ses patients. C'est ça qui est génial. Bof. Petit con. Quoi? Bon. Will et son psy parlent alors du fait que tous les deux ont eu un papa violent à la maison. Ce qui est dommage, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu les mêmes épreuves pour être capable d'empathie. Tu fais exprès. Vas-y. C'est une scène hyper touchante où après presque 2 heures de film, les personnages se retrouvent enfin sur un truc, une tragédie vécue enfant. Et c'est grâce à ça que le jeune va écouter le vieux, qu'il va enfin baisser sa garde. Le psy va lui répéter une phrase, une seule phrase. C'est pas ta faute.
pour provoquer le déclic tant attendu chez notre personnage. Car effectivement, aussi désagréable qu'il soit, ce n'est pas de sa faute. Il repousse tous ceux qu'il commence à apprécier, c'est parce que ses parents qu'il aimait l'ont trahi. Il ne voit aucun avenir, c'est parce qu'il est incapable de se libérer de son passé. Ok, bah finalement le psy a plutôt fait du bon boulot. Oui, même s'il l'a insulté, sorti de son cabinet, agressé physiquement, alors qu'il a justement un trauma lié à des sévices physiques. Ouais. C'est pas un bon psy, hein. C'est le pire. Bref, après ce déclic, Will commence à réfléchir sur lui-même en regardant par la vitre de son train ou en fixant intensément une ampoule, ce qui fait qu'il aura plein de taches colorées quand il fermera ses paupières qui se baladeront librement. Oh putain, c'est peut-être ça l'origine du cinéma. Finalement, Will accepte un travail et assiste à sa dernière séance de psy qui se conclut par ce qui est sans doute le conseil le plus nul de tous les conseils qu'on pouvait lui donner. Fais ce que te dicte ton cœur, petit, et tout ira bien. Non, parce que je ne crois pas que passer du temps à aller cogner sur du peuple avec ses amis dans la rue était quelque chose de penser rationnellement avec sa tête. Oh, et j'aurais bien voulu qu'il réponde « Oh ben d'accord !» et qu'il quitte son nouveau job pour retourner se saouler la gueule avec ses potes. T'es de mauvaise foi, c'est juste sa façon de lui dire de pas suivre son instinct, mais plutôt de chercher ce qu'il désire vraiment. Ah oui, bah parlons-en, qu'est-ce qu'il désire vraiment? Alors il désire faire des câlins à Robin Williams, quelle originalité! Tout le monde voudrait faire des câlins à Robin Williams, mais aussi, oh ben tiens, rejoindre sa copine pour un happy end savoureux. Mais attendez, il faut bien évidemment aussi que le psy et le prof finissent potes à nouveau. Et les amis de Will? Bah il lui offre une voiture. D'ailleurs Ben démarque et oh c'est stylé, Will n'est plus là. Du coup il a quitté son job pour rejoindre sa copine, super, et je me demande comment il va payer le plein, et bah c'est le générique. C'est le générique et tout va bien pour tout le monde, sauf pour le prof qui est celui qui l'a mis sur cette piste. Vraiment, super, ce film est super. Bon, c'est bon, j'ai compris, t'as pas aimé. Ah si, j'ai bien aimé. Oh, ok, j'attends ta conclusion alors. Bah c'est mignon ce film d'apprentissage où un jaune poursuivi par ses démons se trouve incapable d'évoluer. L'image est plutôt belle, la musique, elle est facile à écouter. C'est quoi ça? Bah une gommette, pour te féliciter des efforts hors du commun que tu mets en place pour faire semblant que t'as aimé ce film. Bon d'accord, effectivement j'ai trouvé ça nul, j'aime pas les personnages, j'aime pas l'histoire, j'aime pas ce film. En fait, c'est pas que je trouve le film mauvais ou mal réalisé. Le récit est clair, la démonstration fonctionne. Non, c'est que je n'aime pas ce qu'il est. Et pour en parler, il va falloir qu'on regarde un autre film, Elephant. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Donc Elephant, sorti en 2003, est un film de Gus Van Sant inspiré de la tuerie de Columbine, une tuerie qui a particulièrement traumatisé le pays. Le film s'ouvre sur un éclairage public, puis on rencontre John qui marche dans les couloirs de l'école, Elias qui prend des gens en photo, puis un autre jeune qui marche dans les couloirs de l'école puis retrouve sa copine. Pendant ce temps, John marche, le couple parle, Elias marche, il prend John en photo, un autre contemple la cantine, Michel traverse la salle de gym, Elias développe ses photos, Michel se change, couloir, librairie, couloir, chambre en désordre, jeux vidéo. Cette scène me fait mourir de rire de l'intérieur. Pourquoi? Eh ben moi je trouve pas ça si con. Parce que oui, le jeu a l'air décalé et ne ressemble à aucun autre jeu, mais ça permet aussi d'inscrire l'isolement de nos personnages. Ils ne jouent pas à un Call of ou à un autre truc que tout le monde connaît, non. Même dans leur goût, ils sont isolés, ce qui montre... Non, c'est juste qu'ils jouent à un FPS sans souris. Ah ouais, effectivement, c'est de la merde. Bref, les deux tueurs commandent des armes sur internet, aiment les nazis, caméra au sol, couloir avec des armes, pan, pause. Boum, et c'est la fin d'Elephant. Donc, Good Will Hunting et Elephant sont tous deux réalisés par Gus Van Sant. Dans une logique autoriste, nous retrouvons des thématiques qui lui sont chères, l'adolescence, la marginalité et plus largement le rapport de l'individu au monde. En ce sens, je vous recommande Jerry, qui est un film très lent et contemplatif de deux personnages s'appelant tous deux Jerry perdus dans le désert. Il parle peu, il se passe rien et c'est mon film préféré de Gus Van Sant. Moins il s'exprime, plus j'aime. Je sais pas si c'est très positif pour l'auteur du coup. Ça ne l'est pas. Reprenons Elephant et Good Will Hunting. Les deux s'intéressent à une jeunesse marginalisée tournant autour d'une école. Dans les deux cas, les personnages peinent à trouver leur place dans le monde, mais cela s'exprime différemment. Dans Good Will Hunting, chaque trait est souligné par des mouvements caméra ou par les commentaires des personnages. J'ai beaucoup à faire, j'ai pas le temps. Ce garçon est incroyable, j'ai jamais rien vu de pareil. Dans Elephant, c'est au contraire le mutisme des protagonismes qui va nous les faire apparaître comme des personnages marginaux, incapables d'échanger avec les autres individus de leur âge. Il y a même une frontière géographique marquée par l'entrée du campus. D'un côté, les étudiants qui mènent leur vie, de l'autre, les marginaux évoluant hors de ce lieu. De son côté, Will va lui aussi toujours chercher à s'éloigner de ces lieux, en faisant en sorte d'être rapidement dégagé, voire en envoyant Ben Affleck à sa place. Mais tout ça ne dit pas pourquoi ce film m'énerve. Ce qui me dérange dans Good Will Hunting, c'est que justement, on prend les mêmes thèmes qu'Elephant et on grossit le trait à la truelle des stagiaires du forum. C'est celle-là. Et elle est dans le Guinness Book. On le voit à travers le scénario, puisqu'une grande différence, c'est que là où dans Elephant les personnages marginalisés sont isolés, tout l'enjeu de Good Will Hunting est de mettre Will en relation avec plein de monde pour tenter de l'intégrer. Au final, on n'a pas moins de 4 personnages à ses petits soins pour faire en sorte qu'ils se sortent les doigts et commencent à évoluer. Cela permet de développer différentes facettes comme le travail, les relations amoureuses ou sociales, les réflexions sur soi-même. Le film se découpe ainsi de manière très organisée dans un suivi du protagoniste qui alterne entre ces différents personnages incarnant chacun un de ses
angles. Tout ça c'est juste au niveau de la structure du scénario, mais on retrouve la même chose du côté de la mise en scène et du montage. C'est la grande différence avec Elephant qui s'inscrit dans une mise en scène plus expérimentale et contemplative, avec ses longs plans séquences dans les couloirs vides. Good Will Hunting utilise des codes beaucoup plus institués. Le cadrage est plus strict, la narration plus linéaire, l'intrigue plus classique, les acteurs sont des pros, et ce qui saute peut-être le plus aux yeux, c'est la musique dramatique renforçant les moments dramatiques, ou plus légère pour renforcer les moments plus légers. Non, ça saute aux oreilles plutôt. La musique, ça peut pas sauter aux yeux. Attention, je ne dis pas que ce type de mise en scène et de montage plus classique est mauvais. Au contraire, cela peut être très bien fait et contribuer à plonger le spectateur dans la fiction. Je dis simplement que lorsque ces codes sont trop prononcés, ça peut nous apparaître comme une tentative de manipulation et nous sortir du film. Par exemple, cette scène. Monsieur le juge, Henry Ward Beecher, dans Proverbes et Sermons de Plymouth en 1887 a dit... 1887, on est au XXe siècle, monsieur le juge. Ce garçon veut ridiculiser la cour. Il m'est accordé le droit de parler pour ma propre défense, monsieur. Par la Constitution des États-Unis, c'est ce même document qui garantit ma liberté. Des États-Unis. La liberté, au cas où vous l'auriez oublié, et le droit de l'âme à respirer. Ce travelling permet de renforcer l'importance du discours que le personnage prononce. C'est utilisé dans un paquet de films et ça nous invite, nous spectateurs, à nous dire « Ouah, c'est si profond comme discours, m'en voilà tout chamboulé ». Or ici, le discours n'est pas intéressant, donc ce travelling avant ne sert pas à mettre en évidence l'énoncé du personnage, mais le personnage lui-même. La caméra souligne la marginalité du personnage, surdoué, en pleine démonstration de ses capacités. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Et outre le côté voyeuriste un peu dérangeant sur lequel on pourrait discuter, le problème c'est que je l'ai déjà cette info. En fait, le film me donne l'impression d'avoir toujours peur de ne pas être bien compris et de faire les choix en conséquence. C'est dommage parce que ça en fait un produit normé, peu intéressant, pas original et souvent maladroit. Là où Gus Van Sant s'en sort mieux lorsqu'on le laisse improviser et tester des trucs. Si tu m'as fait tout ce speech pour t'ériger en grand cinéphile qui déteste Good Will Hunting mais adore Elephant, tu peux sortir de mon appart, tout de suite. Non mais en vrai, j'aime pas non plus Elephant quoi. Tu peux quitter ce monde. Parce que jusque-là, je n'ai parlé que de réalisation, de comment le film essaye de nous montrer les choses. Je n'ai pas parlé de ce qu'il cherche à nous montrer. Dans Elephant, on nous montre des pistes qui auraient déclenché la tuerie. Et pour moi, le film fait preuve d'un réel manque de subtilité. Pour expliquer la tuerie, on évoque le nazisme, le jeu vidéo ou encore l'homosexualité. C'est à peu près aussi subtil que de la propagande russe. Et c'est pareil avec Good Will Hunting. À commencer par les personnages. Le prof incarne l'avenir carriériste, les potes de Will sont bêtes à bouffer du foin. Robin Williams incarne l'habituel personnage marginal permettant de mettre en avant l'épanouissement individuel. En plus, le film propose un vrai parti pris en faveur du psy. Et ça non plus je ne comprends pas, parce que quand on y regarde, le psy n'est jamais vraiment sympathique envers lui. Il l'insulte, le renvoie et l'agresse même physiquement. Et j'ai l'impression que le seul moteur de complicité qui agit au final entre les deux, c'est que le psy c'est Robin Williams. Et Robin Williams peut m'envoyer déguisé en Rhino Rose jouer de la guitare dans un congrès nazi pour ensuite me dénoncer sur Twitter que j'aurais toujours envie d'être copain avec lui. Pareil. Du coup, je trouve cette marginalité un peu trop forcée. Et le pire, c'est peut-être Will. En faisant de son personnage central un jeune désœuvré, le film se tire une balle dans le pied, car lui non plus n'échappe pas à la caricature. Cette caricature fait que le protagoniste ne cherche jamais à évoluer. Et en ne cherchant jamais à évoluer, il stagne. C'est simple, Will ne veut juste rien faire. En gros, t'es frustré parce qu'il aime pas la réussite. Mais non, je suis frustré parce qu'il aime l'échec. On a un tas de losers qui arrivent à rien dans l'histoire du cinéma et c'est clairement dans le top de mes personnages préférés. Mais ici, notre personnage n'est pas un loser. Il a des capacités hors du commun qu'il n'utilise pas. Alors ouais, il y a quelque chose de frustrant parce que quand on se projette à sa place, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer tout ce qu'on pourrait faire. Or Will est tant cliché qu'il en devient insupportable. Il est égocentré, prend plaisir à blesser les autres et je suis désolé, mais quand il va se battre dans la rue, le film essaie de me faire passer ça pour un gang violent, mais moi je vois juste 4 petits mecs aux gueules d'ange qui essayent de jouer au dur de façon un peu ridicule. Regarde la scène où le chevelu essaye de se la péter en écrasant l'autre de sa culture. Comment Will le défend? En faisant exactement la même chose. Du coup, je vois pas un héros aider son pote, je vois juste une bataille de coqs. D'ailleurs, j'ai pas parlé des commentaires misogynes que les personnages balancent non-stop. T'aimes ça, les grosses pommes? Ouais. Ouais. Eh ben moi, j'ai son téléphone. Alors ces grosses pommes, elles seront pour moi. En soi, ça me dérange pas si c'est bien utilisé, mais là, il y a que ça. Et tu vas me dire, ouais, mais ça dépeint la misère sociale d'une génération. Mais ça non plus, je n'y crois pas. Ils ont une voiture, ils ont des sous pour sortir tout le temps, et regarde cet intérieur. C'est pas le luxe, d'accord, mais en même temps, à quel moment c'est censé illustrer une terrible détresse sociale? En plus, les jeunes là, ils se droguent pas, ils sont clean, ils boivent modérément, hein. Ok, je crois que tu peux arrêter la démonstration là. Mais du coup, on est d'accord que c'est un mauvais film. Écoute, je vais te montrer une chose que j'ai découvert lors de recherches sur Facebook. Qu'est-ce que tu vois là? Un canard. Et maintenant, si je retourne la feuille, ça devient un loup qui hurle au clair de lune. Ok, je pense avoir percé toute la subtilité de ta métaphore, mais je pense pas qu'elle soit pertinente.
En fait, je vois pas en quoi Will serait un loup-garou. Pour commencer, je suis d'accord avec toi, le film joue sur des codes très normés et ça met en scène un héros plutôt peu attachant. Selon toi, ça en fait un film maladroit et qui s'embourbe dans ses codes, alors que selon moi, je pense que c'est volontaire et assumé. Quoi ? En fait, tu as dit que le film cherchait à rentrer consciemment le plus possible dans des normes, et oui, je suis d'accord, seulement je pense que c'est un moyen de critiquer ces normes. Les exagérations que tu repères, pour moi, elles sont sur le registre de la satire, et pour étayer ça, il faut s'intéresser à ce que serait l'objet de cette satire. Le personnage de Will. Ce petit con prétentieux ? En quoi il serait l'objet d'une satire ? Je suis d'accord avec toi sur les thèmes qui parcourent le cinéma de Gus Van Sant. La question de la marginalité est selon moi primordiale dans Good Will Hunting. On peut même dresser un parallèle avec la question de l'homosexualité, puisqu'elle est récurrente dans la filmo du réalisateur, et permet souvent de donner corps à cette marginalité. Mais de quoi parlez-vous ? De quoi vous parlez ? Quoi ? Arrête mon vieux, y a pas 2 secondes, tu étais prêt à me sauter sur le rable. Sur le rable ? Attends, tu veux dire que le personnage de Will serait homo ? Non, je dis que le réalisateur a sans doute voulu souligner la difficulté pour un personnage marginal d'être accepté par une société. Dans Elephant, on a par exemple cette scène qui donne corps à cette marginalité à travers l'homosexualité. Dans Good Will Hunting, ce qui donne corps, c'est le fait qu'il soit surdoué. Non, je te suis pas du tout. Le personnage, il passe son temps à se comporter comme un petit con en compagnie de ses potes. L'intelligence n'a rien à voir là-dedans. Oui, mais parce qu'il fait comme toute personne marginale. Comme prendre le petit autocollant banane, se le coller sur le front et ensuite oublier qu'il est là ? Non, tout le monde fait ça. Dès lors, les remarques misogynes prennent un autre sens. Ce n'est pas le film qui est misogyne à travers ses répliques, mais c'est au contraire un moyen de se moquer de cette classe sociale masculine blanche qui impose ses codes. Des codes que Will va tenter d'appliquer juste pour être accepté. Et cela se retrouve dans ses réticences à inviter sa copine pour rencontrer ses potes. Et si je te disais que je ne coucherai plus avec toi jusqu'à ce que tu me présentes tes copains ? Ces codes imposent aussi une certaine virilité, où on va pérorer dès qu'on obtient un numéro et où on va se battre dans la rue dès qu'on peut. Will s'invente ainsi une identité alors qu'on le voit, sa situation lui permet de travailler n'importe où et de ne pas être débile. C'est une critique d'une génération de mecs blancs, à l'aise mais incapables de sortir de leur code et de s'épanouir. Ils jouent au cow-boy en étant des poulains. Ils boivent mais peu, ne touchent pas à la drogue et se font sortir de cellules dès qu'ils s'y trouvent. Pour moi, Good Will Hunting est un film sur le fait de performer. Performer, tu veux dire faire des titres mous ? Et c'est justement pour ça que Robin Williams a été casté. Encore une fois, tu t'es plaint de le voir agresser Will, mais justement, le public est habitué à une figure douce et sympathique. Ici, il performe une fois de plus un guide spirituel, marginal, mais il surprend par sa rudesse et ses aspects plus sombres, simplement parce que l'acteur comme le personnage ont laissé tomber le rôle qu'ils sont censés jouer. Au fond, ainsi, la figure de Robin Williams comme modèle n'a jamais été aussi pertinente, puisque son but c'est justement de voir Will laisser tomber aussi l'image de galérien viril qu'il tente d'arborer. C'est un film sur le fait de performer un genre, une classe... Et aussi de performer un style du coup. Parce que selon cette lecture, et effectivement, toute cette mise en scène très classique pour du Gus Van Sant est un moyen de subtilement exprimer une remise en cause de ses codes dominants. En accentuant l'importance de ce qui est énoncé à travers ce travelling avant pour souligner ce qu'on sait déjà, il s'agit peut-être moins d'un tic maladroit que d'une volonté de se moquer de ce type de travelling très utilisé à l'époque. Dans ce cas, le film prend une dimension autoréflexive à la limite de la parodie, et c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir chez Gus Van Sant. So, action, Gus, or... Jesus, Ben, I said I'm busy. Ok, ça tient la route, même si je reste pas complètement convaincu. Qu'est-ce qui bloque encore ? Bah, je sais pas, je trouve qu'on est quand même vachement loin pour justifier le côté classique du film. Bon, dis plutôt que t'as pas envie d'avoir tort. Bah évidemment, personne n'a envie d'avoir tort, c'est débile. Bah pas plus débile que de pas aimer un film avant même de l'avoir vu. Oh ça va, moi je suis venu en paye, c'est toi qui m'as imposé un film de merde et qui essaie de me le justifier maintenant. C'est certainement pas de ma faute si t'es trop borné pour essayer de le comprendre. Non mais c'est toi qui prends le film et qui le retourne dans tous les sens pour lui faire dire n'importe quoi, non mais c'est une blague. Ah, tu crois que c'est une blague ? Ben... Ouais. Finalement, on a senti que toute cette dispute était un peu ridicule. Il y a juste des moments où nos ressentis ne prennent pas les mêmes chemins, et dans notre cas, on a réalisé que c'était pas si grave. Je ne suis toujours pas convaincu par la version d'Eva, même si j'avoue que c'est une interprétation plutôt séduisante. Mais même sans cette lecture, Good Will Hunting reste un classique apprécié par pas mal de monde. Et c'est à peu près sûr que tous n'aiment pas ce film pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je pense que moi, spectateur, je suis aussi directement responsable de la qualité du film que je regarde. Si j'ai lu que des critiques qui éclatent l'œuvre, je vais être sensible à certains détails, mais il suffit souvent de lire un avis positif pour offrir un nouveau moyen de voir le film et de nous donner une chance de l'apprécier un peu plus. C'est le cas avec Good Will Hunting que je n'aimais pas, qui a été difficile de revoir, mais maintenant qu'Eva m'en a parlé, je me surprends à éprouver une certaine tendresse. Je pense même que si je le reverrais dans quelques années sous cet angle, peut-être que je l'apprécierais. Mais pour aujourd'hui, je vais continuer à me dire que c'est une grosse merde. En attendant, je m'en veux un peu. J'ai été voir Eva pour m'excuser et j'ai passé la journée à râler. Elle doit me trouver un peu bizarre parfois, il faudrait que je fasse un peu plus attention. Bah tiens, la prochaine fois, c'est moi qui lui proposerai un film
film. Et un bon, pour que je ne sois pas bougon. D'ici là, j'espère juste qu'elle m'en veut pas pour ses excuses un peu maladroites.